Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaris sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation, du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. L'intérêt général est le fil rouge du parcours d'Hortense Aran. En tant que journaliste, elle participait à diffuser la connaissance à tous via la BBC. Elle s'est aussi investie un temps en politique. Avec son associé Chloé Rossignol, elle a créé Fleurs d'ici, une entreprise à mission. Fleurs d'ici a développé un modèle de plateforme digitale agrégeant horticulteurs et fleuristes afin de proposer des fleurs garanties 100% locales et de saison. Les impacts négatifs de l'ensemble de la filière, tant sur le plan environnemental que social, sont donc réduits. La traçabilité des fleurs est assurée par l'utilisation de la blockchain. En ce jour de fête nationale, j'avais très envie de vous offrir cette conversation avec Hortense Aran, qui incarne pour moi un rôle modèle de femme puissante et bienveillante. Cocorico, son entreprise, pendant la crise du Covid, a fait la preuve de la résilience d'un multilocal à la française. Bonjour Hortense. Bonjour Perrine. Merci de me recevoir le jour de ton anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Tu es la fondatrice de Fleurs d'ici. Est-ce que tu m'autorises à mettre directement les pieds dans le plat ? Tu as un prénom de fleur. Oui. Tu es une femme et tu vends des bouquets de fleurs. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est Fleurs d'ici et qu'est-ce que ça n'est pas ? Ouais. Alors déjà, effectivement, c'est marrant comme entrée en matière parce que il y a eu effectivement pas mal de confusion sur ce qu'on faisait au départ. Je pense que il y a un certain nombre de biais cognitifs qu'on plaque sur les femmes entrepreneurs et de fait, à la décharge de ceux qui plaquent ces biais-là, il faut reconnaître que il y a beaucoup de projets qui sont portés par les femmes qui sont pas dimensionnés, qui n'ont pas une ambition planétaire comme la nôtre. Mais voilà, et du coup, c'est vrai que je pense qu'on nous a beaucoup prises au départ pour deux nanas de 40 ans qui font leur midlife crisis et voilà, et qui se font une crise et qui vont décider, enfin, qui font une boutique de doudou, comme je dis. C'est-à-dire que genre, je vais revenir à des vraies choses et tout. Bon, alors que nous, mon associé comme moi, on a des parcours d'assez haut niveau, notamment dans la grande distribution. Donc, comment dire, le modèle économique chez nous n'a jamais été déconnecté de la recherche de l'impact, voire bien au contraire, l'un nourrit l'autre. Et c'est des choses qui ont effectivement pas été très très bien perçues au départ par nos interlocuteurs, qui se sont dit, elles font leur métier passion, mais elles retourneront vite faire qui du conseil, qui de la grande distri, qui machin. Et voilà. Et donc, je pense que il y a effectivement eu ce sujet de biais cognitifs auquel nous on s'est heurté très très fort parce que on aurait fait une box d'accessoires de moto ou je sais pas quoi avec une taille de marché bien moindre que celle à laquelle on est en train de s'attaquer, on aurait sans doute été prise plus au sérieux, ou on aurait été deux mecs parce que dans le secteur il y a eu des nouveaux entrants comme on dit sur le marché, en tout cas destinés aux particuliers, qui ont fait des levées successives sans aucun problème parce que c'était des garçons qui faisaient des fleurs, donc on les a pas suspectés de suivre leur cœur et de
faire un métier passion. Non, on a bien compris qu'il y avait sans doute une opportunité business derrière. Je me permets, parce que étant moi-même une fille de 1m58 et ayant une activité qui porte un nom de petit oiseau, voilà, j'espère que tu me pardonneras. Ah non, mais bien sûr. Alors du coup, tu parles d'ambition planétaire, raconte-nous. En fait, derrière Fleurs d'Ici, donc que fait Fleurs d'Ici et qu'est-ce que c'est pas Fleurs d'Ici, c'est tout sauf une boutique de fleurs. Donc ça, à la fois ça me fait plaisir quand les gens nous écrivent des mails en disant mais où vous êtes, et on sent que derrière il y a une petite mamie voilà qui est complètement séduite par la proposition de valeur et par la marque. Donc c'est super parce que ça veut dire que on arrive à créer un relationnel. Moi je suis pas petite mamie encore, mais j'espère, mais le jour où t'as une boutique, tu nous dis quand même. Non mais voilà, et du coup c'est vrai que c'était assez marrant d'avoir cette espèce de créer ce niveau de relationnel là avec nos clients qui sont ça veut dire qu'on est une marque chaleureuse, de proximité, etc. Ce qui est pas toujours le cas quand on fait de la vente en ligne, donc voilà. Mais donc Fleurs d'Ici, c'est la première marque de fleurs locales et de saison. Ça veut dire quoi? Enfin, quel est le problème en fait qu'on essaye de régler? Le problème de régler, c'est que en France, 90% des fleurs sont importées de pays en voie de développement comme le Kenya, la Colombie, l'Équateur. C'est un commerce qui est ultra polluant avec plein d'externalités négatives, aussi bien sur le plan social qu'environnemental. Un bouquet de 30 roses d'importation, c'est l'équivalent d'un Paris-Londres en avion en termes d'émissions carbone. Donc c'est quand même assez considérable. C'est un marché de 2 milliards d'euros en France par an. C'est dingue, comment ça se fait qu'on le sait pas ça? Parce que je pense que c'est un marché qui est considéré comme étant très féminin et donc dans lequel je pense que les gens s'entendent entre eux, enfin les hommes blonds s'entendent entre eux et voilà et du coup je pense que c'est un marché qui a pas été touché par l'innovation du tout et voilà et je pense que du coup c'était très bien qu'on n'en parle pas. Et il a fallu que nous arrivions comme le poil à gratter. Et quelqu'un me disait hier le mot scrupule. En fait, je sais pas si vous le savez, mais le scrupule, c'est le caillou en latin. Scrupulus, ça veut dire un caillou qu'on a dans sa chaussure. Ah, non, je savais pas du tout. Voilà. Et donc nous sommes le scrupule de l'industrie de la fleur. Je trouve que c'est une jolie façon de le dire. Et effectivement, il fallait que quelqu'un donne des scrupules à cette industrie et qui jusqu'ici allait en pleine impunité produire du carbone et des gens malades. Voilà. Scrupule, ça faisait partie pour toi de la motivation à lancer ça? Le shaming? Non, je pense qu'on peut pas dire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt je regarde le côté positif des choses, c'est-à-dire clairement, ce qui moi m'a donné envie de faire ça, c'est la prise de conscience du fait que le marché fonctionnait comme ça, ce qui était à l'époque encore très peu connu, qu'il le reste d'ailleurs, mais je pense qu'on a fait un gros travail de plaidoyer dans les 2 dernières années qui fait que quand même c'est une question qui est en train de bouger, mais comme beaucoup d'autres sur la question du local, etc. Et voilà, nous on avait juste, on avait constaté avec mon associé cet état de fait qui est complètement délirant, puisque en fait il y a aucune raison valable pour que le marché soit à 90% de l'importation. Il y a tout ce qu'il faut en France toute l'année. Donc vraiment c'est juste qu'on a donné des très mauvaises habitudes aux fleuristes et qui sont ni bonnes ni pour leur portefeuille, ni pour leur santé, ni pour la qualité du produit qu'ils offrent à leurs clients, mais juste sous la pression d'une industrie dominante, ultra mondialisée, quoi. Voilà. Donc Fleurs d'Ici, qu'est-ce que c'est pas une boutique de fleurs. Qu'est-ce que c'est un acteur digital au service du multilocal. Aujourd'hui, notre premier POC, c'est sur la fleur, puisque comme je l'ai dit, c'est un marché sur lequel la situation était particulièrement critique et que c'était un marché suffisamment, à la fois assez grand et à la fois pas trop, pour qu'on puisse vraiment tester notre outil et notre méthodologie pour reconstruire une filière et l'opérer de A à Z. On est de la graine au vase et prochainement, cette tech et cette méthode, le souhait c'est de les appliquer à d'autres secteurs, d'autres filières, que ce soit dans l'alimentaire ou dans le textile, mais en tout cas à chaque fois sur des productions à forte valeur ajoutée
qui repose sur de la production agricole et qui demande un moyen de transformation artisanal, qui peut être en tout cas artisanal. Et l'ambition, c'est ni plus ni moins que de devenir l'Amazon du futur. C'est-à-dire comment est-ce que on va repenser la mondialisation au service du multilocal à très grande échelle. Qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer avec les prises de conscience pendant la crise du Covid ? Est-ce que pour vous, chez Fleur d'Ici, ça représente un accélérateur ? Est-ce qu'il y a encore énormément de travail de sensibilisation à faire ? Comment tu mesures les choses aujourd'hui ? Alors, c'est pas bien de dire ça, mais pour nous, la crise du Covid, ça a été une opportunité en or. Parce que, comme je l'ai dit, on est sur un marché où 90% des matières premières sont importées. Et en fait, les frontières ont été fermées. Donc, on a fait la preuve de la résilience du local, et surtout en modèle multilocal, c'est-à-dire que sans crise de croissance, puisque nous, à chaque fois, ça repose sur des petites unités de production et de transformation à l'échelle du territoire français, mais par centaines. Et donc, là où on faisait produire, je sais pas moi, 10 bouquets par jour, il y a pas de problème pour en faire 100. Voilà. Donc, on a été capable d'absorber en fait toute cette croissance assez facilement parce que les outils étaient effectivement résilients, mais aussi nos relations avec les partenaires étaient résilients. Et donc c'est génial parce que nous on a fait la preuve de ça et il y a des acteurs, y compris du monde pas du tout du slow flower, mais plutôt du low cost qui font que de l'importation, qui étaient coincés puisqu'ils avaient plus de matières premières, donc ils pouvaient pas exercer et ils se sont tournés vers nous. Donc pour nous ça a été super parce que nous ça fait 2 ans qu'on dit à tous les acteurs de la filière, le digital ça existe, ça va vous permettre de travailler mieux en gagnant du temps, en gagnant de l'argent, en faisant un produit plus qualitatif, etc. Mais on s'est heurté à des à des résistances qui sont d'ordre culturel en fait, c'est-à-dire que ce que nous disaient les producteurs, on parle d'agriculteurs qui c'est pas des gens qui roulent sur l'or, c'est pas des céréaliers quoi, c'est des petites productions qui sont pas ultra digitalisés quoi. Spontanément, c'est vrai que c'est des gens qui se tournent pas vers le digital pour leur circuit de distribution, c'est des circuits assez à l'ancienne et tout. Et donc nous ça fait 2 ans qu'on leur dit mais venez chez nous, vous allez voir, ça vous serez plus obligés de vous lever à 2h du matin, ça va vous changer la vie, entre autres. Et on me dira non, mon grand-père a fait comme ça, a toujours fait comme ça. Sauf que là, on a toujours fait comme ça, leur circuit habituel, ils étaient juste pas opérants du tout. Et donc nous, ça nous a permis, ça a été l'opportunité en or pour transformer toute une filière et la digitaliser, puisqu'il n'y avait pas d'autre option. Donc tout le monde s'est tourné vers nous et en plus, c'est un moment où, par ailleurs, je pense qu'il y a eu quand même justement une prise de conscience sur les questions d'impact écologique, de circulation à la fois de la maladie, mais aussi des biens. Ça va ensemble, voilà. Donc sur toute cette question de la mondialisation. Alors après, moi je fais pas partie je fais pas partie des grands optimistes sur cette question. Je pense que chasser le naturel revient au galop. En plus, je pense qu'avec la crise économique qu'on va vivre, parce que là, pour l'instant, on en est au tout début, mais je pense qu'on en verra certainement les effets plutôt après l'été. Il va y avoir des questions de pouvoir d'achat qui vont se poser. Donc, si on fait pas une vraie... J'entendais le patron de l'UFC Que Choisir, ils viennent de sortir une étude pour sensibiliser justement sur la fameuse triple comptabilité. Comment est-ce qu'on affiche le vrai prix des choses ? Comment est-ce que un produit bio en linéaire, il a l'air plus cher ? Mais sauf que il est pas plus cher. Si on prend toutes les dépenses indirectes générées par l'industrie de l'agroalimentaire conventionnelle qui pollue et qui demande du coup à dépolluer les sols ou à faire des compensations du chômage, etc. En fait, ce produit-là, il est plus cher que le produit bio. Mais sauf que c'est pas écrit sur l'étiquette, quoi. Donc, tant qu'on n'aura pas mis en place des outils qui permettent aux consommateurs de faire un choix éclairé, je pense que ce sera compliqué. Il y a une appétence, certes, mais à la fin, aujourd'hui, les gens ils se déterminent sur le prix qu'ils payent là tout de suite à la caisse, pas le prix vrai, avec la méthode des coûts complets, quoi. Et donc là, pour pas revenir en arrière par rapport justement au terrain de sensibilisation que vous avez gagné une fois la crise passée, tu parles de ces outils pour rendre transparent les choses
plutôt en B2C, aux consommateurs. Qu'est-ce que tu vois d'autre qui devrait être mis en place pour éviter ce retour en arrière? Je pense que pour moi, parce que je viens aussi du monde du gouvernement, de la politique, etc., du régalien, je pense que c'est des outils autour de la fiscalité, en fait. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas une fiscalité préférentielle pour les entreprises à mission, pour les entreprises en tout cas engagées dans alors l'entrepreneuriat social, c'est un mot compliqué, mais en tout cas dans l'impact, ça va être compliqué, quoi, parce que oui, comme ça, enfin, nous on est au prix, mais il y en a pas beaucoup des boîtes comme nous qui peuvent se permettre justement d'être au prix, mais c'est parce que nos concurrents se gavent, mais et que nous on se rémunère justement, et on rémunère nos partenaires justement, mais voilà, on est sur un produit avec quand même un certain niveau de marge et tout. Pour des gens qui font du produit non transformé, du produit brut, c'est vachement plus compliqué quand même d'être au prix, et du coup voilà, tant qu'il y aura pas des mesures incitatives, notamment nous on fait 80% de notre chiffre d'affaires en B2B, donc auprès des entreprises, c'est quand même pas la mer à boire de faire une fiscalité incitative pour choisir des fournisseurs responsables. Et tu parlais des géants de la filière horticole, des géants low cost, pour reprendre tes termes. Tu contamines le marché avec une nouvelle vision. En général, quand un virus arrive, il y a des anticorps qui se mettent en place. Comment t'anticipes les choses? Ah bah ça y est, nous on l'a déjà eu. On a fait une grande campagne au moment de la Saint-Valentin qui expliquait que la rose à ce moment-là, alors la rose c'est formidable, hein, mais la rose c'est entre mai et novembre en France. C'est pas au mois de février au moment de la Saint-Valentin. Au moment de la Saint-Valentin, c'est de la tulipe, du narcisse, toutes les plantes à bulbes, etc. Et donc on avait fait une grande campagne avec une mobilisation du collectif On est prêt, enfin voilà, donc des blogueurs, des Instagrammeurs qui sont des relais d'opinion sur les prises de conscience écologiques, et qui a eu un certain succès et qui nous a valu du coup des menaces écrites, c'est là où c'est quand même un peu grossier, des lobbies de l'industrie de la fleur. Mais tant mieux. Pour moi, c'est la meilleure preuve du succès. C'est-à-dire que à partir du moment où ces gens prennent le temps de nous menacer, ça veut dire qu'ils ont bien compris que, il y a un mouvement sociétal qui est en marche et qui ne s'arrêtera pas. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour nous menacer, très bien. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit nous ou que ce soit un autre, c'est le sens de l'histoire. Donc, ok, passe du temps à faire du courrier d'avocat, si ça te rassure. C'est pas ça qui va empêcher les jeunes d'aller marcher dans la rue le vendredi, hein, donc ok. Donc si je comprends bien, toi ta vision c'est que de toute façon nous allons tous et toutes refuser les bouquets de roses quand ce sera pas la saison, et c'est ça qui va faire de toute façon basculer les choses, ou... Moi, je pense que la carte bleue, c'est la meilleure carte électorale qui soit. Je pense que effectivement, ça sert à rien. Enfin, c'est bien beau de faire du plaidoyer et faire du prêchi-prêcha, mais et pire, de culpabiliser les gens. C'est pas ça. Il faut avoir une offre qui soit de qualité et compétitive. Voilà, qui réponde évidemment à un besoin des gens, des consommateurs, et c'est comme ça qu'on fait transitionner. J'aime pas ce mot, mais donc on fait transitionner la société. C'est pas. Enfin, moi j'ai fait de la politique avant. À vrai dire, j'ai toujours fait de la politique à travers des biais très différents. Mais mon but, c'est quand même de changer le monde. Enfin, ni plus ni moins, c'est d'avoir une influence positive, en tout cas, sur la société. Et il y a 1000 façons de le faire. Aujourd'hui, je le fais à travers l'entreprise. Mais voilà, c'est quand même une mission d'intérêt général. Nous, on fait partie de ce qu'on appelle les entreprises à mission, et dans nos statuts sont inscrites des missions d'intérêt général. Donc c'est clairement, et c'est pas incompatible avec le fait de gagner de l'argent, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Parce qu'en France, on est encore très arc-bouté sur des idées un peu vieilles, comme quoi, soit tu fais le bien, mais tu gagnes pas d'argent, soit tu gagnes de l'argent, mais tu dégueulasses la planète. Non. Enfin, c'est idiot. Aujourd'hui, il y a notamment grâce au digital,
il y a plein de nouvelles choses à inventer qui font que on peut faire les deux, et en même temps. J'entends que tu étais dans la politique, dans les fonctions régaliennes. Tu m'as dit aussi que la radio avait été ton métier. Comment tu as cheminé professionnellement? Ben justement, je pense que c'est ce truc de l'intérêt général qui est le fil rouge dans mon parcours. C'est-à-dire que quand j'étais journaliste pour la BBC, c'est-à-dire, à mon sens, l'organe d'information au service de l'intérêt général mondial, c'est-à-dire un organe qui sert à diffuser la connaissance à l'échelle internationale. Donc bon, voilà, je pense que en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Et en tout cas, en termes d'engagement et de compétences, et voilà, ça reste mon alma mater pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et d'admiration. Ensuite, j'ai fait un bref passage par la politique. Et voilà, et je pense que j'ai rapidement tiré les conséquences du fait que malheureusement la politique au sens des partis, c'est beaucoup de compromis et finalement assez peu d'action. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait semblé. Après, je pense que ça dépend des fonctions. Quand vous êtes maire, ça va. Quand vous êtes ministre, ça va, je pense. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres fonctions dans lesquelles c'est quand même beaucoup de tractations internes qui me semblent assez peu compatibles avec la poursuite de l'intérêt général. C'est pareil en entreprise ou pas? Vaste question. C'est pareil en entreprise. Oui, je pense que c'est aussi le même fléau qui fait que les grandes entreprises se vident de leurs talents. C'est que en fait, les gens qui poursuivent de l'efficacité se disent sans doute qu'il y a des façons plus efficaces justement de parvenir à leur fin de transformation de la société. Et du coup, oui, je pense que de toute façon, c'est les mêmes gens. Les grandes entreprises françaises sont dirigées par les mêmes gens qui dirigent la politique. C'est les mêmes gens qui ont été formés par les mêmes écoles. Donc oui, forcément, il y a une forme de les mêmes mots, les mêmes remèdes. Et comment tu vas faire quand tu seras devenue l'Amazon du futur sans être devenue Amazon? Pourquoi? Enfin, sur quel plan? Comment je vais faire sur quel plan? Pour éviter d'être dans beaucoup de compromis et peu d'action. Ah, mais je pense que les compromis, c'est inévitable. Y a pas de problème. Ça fait partie de la vie. Bien sûr qu'il faut faire des compromis. On en fait tout le temps, toute la journée. De toute façon, si vous avez des enfants, vous faites des compromis tout le temps. Enfin, la vie, c'est les compromis. Donc ça, c'est pas un problème. Il faut juste que le ratio entre les compromis et l'action soit bon. Voilà. C'est ça le sujet. Mais du coup, précisément, je pense que quand on est en capacité d'influencer comme Amazon par exemple, c'est pas mon modèle Amazon, mais quand même je trouve qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Vous pouvez c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est comme Uber, c'est des gens qui ont une grosse force de frappe, qui peuvent effectivement transformer la société. La question c'est qu'est-ce qu'on met dedans, c'est quoi les valeurs qu'on met dedans et comment on embarque les gens. C'est sûr que si vous mettez des mauvaises valeurs et que vous utilisez un outil qui vous permet de disséminer très fort, ça va pas. Mais si, en revanche, à l'inverse, vous mettez les bonnes valeurs dans un outil qui permet de disséminer très fort, et c'est en ça que le modèle de la plateforme et du digital est extrêmement puissant, il a été jusqu'à aujourd'hui essentiellement utilisé par des gens qui étaient à la poursuite, je pense plutôt d'un objectif financier, et pas d'un objectif d'intérêt général, mais la logique reste la même en fait. Tout dépend c'est comme tous les outils. Une hache, c'est pas mauvais. Ça dépend entre les mains de qui on la met. Voilà, c'est la même chose. Comment tu as appris à faire tout ça? Moi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé très libre de me planter. Chez Fleur d'Ici, on dit la baseline, c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Et c'est vraiment un truc auquel on croit très fort. Et on encourage les gens ici à faire leurs erreurs. Parce que y a pas plus formateur. Après, c'est extrêmement inconfortable. Donc, il faut vivre avec cet inconfort. Et c'est là qu'il y a besoin d'accompagnement. Parce que quand vous finissez 4 journées sur 5 en ayant l'impression d'avoir jamais été au bout de votre to-do list, d'avoir abandonné les 2 tiers de vos projets en route parce qu'ils n'ont pas avancé assez vite vu le rythme de croissance qu'on a, ça peut générer un sentiment de frustration intense si vous avez le syndrome de ce qu'on appelle la bonne élève. C'est-à-dire quelqu'un qui est
fait bien sa tâche, qui remplit bien les cases, qui coche bien les trucs. Non, on coche rien. On n'arrive jamais à cocher des choses. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de roadmap, ça veut pas dire qu'on sait pas où on va, mais ça veut dire que dans un environnement aussi dynamique, faut être souple sur les genoux, quoi. Voilà, c'est la piste à bosse tout le temps. Donc, ouais, vous aviez pensé la faire comme ça, et puis le parcours, vous allez plutôt le faire comme ça, en fait. Ben, ouais. Ok. Mais du coup, si vous avez un trop haut niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même, je pense que c'est extrêmement inconfortable. Donc, moi, je pense qu'il y a eu mes parents et justement, il y a eu le sport. Moi, j'ai fait de la gymnastique en compétition à haut niveau et j'ai appris aussi ça, je pense, le corps peut beaucoup de choses, mais il peut pas tout. Qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Que voilà. Enfin, je pense que ouais, le sport, c'est quand même En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'alignement entre la tête et le corps, c'est un truc qui est souvent un peu méprisé et qui pour autant est vraiment essentiel. Donc, et le corps est source d'enseignement, à mon avis, très très important. Donc voilà. Donc je pense que ouais, le sport apprend ça, apprend à être bienveillant vis-à-vis de soi-même. Je pense, parce que sinon on casse l'outil. Et comment tu fais pour savoir, pour sentir que tête et corps sont alignés et du coup l'instinct. Ça c'est le troisième ingrédient. Et je pense que on se le disait encore hier avec mon associé. En fait, après, je pense que ça dépend des gens, mais moi en tout cas, je pense que j'ai un très bon instinct. Je suis assez bien connectée avec mes intuitions. Et alors, ça fait un peu bizarre de dire ça fait pas très rationnel, hein, mais néanmoins, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui reposent là-dessus dans la façon dont nos sociétés fonctionnent. On prétend objectiver et rationaliser, mais c'est pas vrai. Et donc voilà, il faut savoir s'écouter, quoi. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais dès que vous avez les trucs, vous les sentez pas, les gens, vous sentez que ça va pas le faire, vous savez pas vraiment pourquoi, mais c'est pas grave. Faut juste vraiment s'écouter. Et ça, c'est compliqué parce que ça veut dire faire taire parfois les voix environnantes et se faire confiance, quoi. Donc voilà, je pense que ouais, le maître mot, et ça a l'air, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, on peut l'avoir au départ. Certainement. Enfin, je pense qu'il y a une partie qui vient de l'éducation, mais aussi ça se travaille. Et c'est là où on avait été à San Francisco et la seule chose que, pour ma part, j'en avais retiré, c'était ce truc sur les VC, les investisseurs, qui là-bas disent on investit dans une boîte. Pour qu'on investisse dans une boîte, il faut que les fondateurs cochent 3 conditions: qu'ils aient un psy, qu'ils aient un coach professionnel et qu'ils aient un coach sportif. Et vraiment, je pense que ce trio, il est essentiel. C'est un très bon trépied. De la même façon qu'il faut avoir des amis, la famille, l'amour, le travail. Enfin voilà, c'est une question d'équilibre. Et voilà, je pense que c'est effectivement très important aussi de se faire aider. Se faire aider, ça veut pas dire qu'on est faible. Il y a je pense aussi en France beaucoup, cette appréhension, genre si tu vas chez le psy, c'est que t'es fou. Si tu vas voir un coach, c'est que t'as un problème. Enfin, le coach sportif encore, j'ai l'impression que c'est un peu passé dans les mœurs, mais première étape. Ouais, c'est ça. Espérons que ça va entraîner le reste. Mais voilà, je pense qu'on est encore un peu à l'âge de pierre sur ces questions-là, comme si il fallait être parfait et savoir tout. Mais qui a dit ça? Enfin, c'est bizarre de se dire ça. On peut pas tout savoir, donc. Voilà, c'est bien de se faire accompagner en tout cas. Et ça, c'était un message qui a changé des choses pour toi, ce message de la part des VC à San Francisco? Moi, en tout cas, ça m'a autorisé à faire quelque chose que je faisais déjà, à nouveau, de façon assez instinctive. Mais ça m'a permis de le formaliser, en fait, et du coup, de me l'autoriser d'autant plus et d'en faire une politique d'entreprise. Donc c'est quelque chose que tu déploies aujourd'hui pour les équipes aussi. Chez Fleur d'ici, le maître mot RH, c'est empowerment. Donc notamment parce qu'on a beaucoup de filles. Et donc c'est très important de les sortir, comme je disais, du syndrome de la bonne élève, dont moi je pensais ne pas souffrir et dont je me suis rendu compte qu'en fait si. C'est-à-dire même des gens comme moi qui peuvent avoir l'air comme ça un peu confiante et décidée. Il y a quand même des choses où
j'estimais que c'est bien, je fais la queue, j'attends mon tour, voilà. En fait non, enfin faut pas attendre son tour, faut prendre les choses quoi. C'est-à-dire que et sinon ça se passe pas quoi. Donc voilà et je pense que c'est malheureux à dire, mais c'est vrai que si on, enfin voilà, faut prendre les choses, faut pas les demander, faut les prendre. Et ça demande une forme d'entraînement ou en tout cas d'accompagnement pour pas le faire avec arrogance. Et en étant bienveillant et sans écraser personne au passage. Ça c'est très important. En assumant aussi sa féminité. Voilà, en assumant les deux parts de l'être, le masculin et le féminin, les deux. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend ou en tout cas qui demande une forme d'accompagnement. Pendant la crise du Covid, tu as accéléré, le business a accéléré au moment où tout le monde ralentissait. Comme tout le monde, tu as dû avoir énormément de contingences et personnelles, et RH, et financières à gérer. Où est-ce que tu as trouvé l'énergie de tout mener de front ? Alors moi, je suis un vrai animal social, donc je me nourris de ce que les gens me renvoient. Alors même en confinement, en fait, moi j'ai la chance d'avoir une équipe Pandore qui, je pense que qui me renvoie des choses très positives. C'était, je pense qu'on était dans une forme d'émulation collective qui est aussi, évidemment qu'il y a quelqu'un qui l'initie, en l'occurrence c'est moi, mais ça se nourrit, c'est une machine qui se nourrit. C'est juste, il y a une première personne qui met une première pièce, mais après c'est un cycle, quoi. Donc et c'est intéressant en fait sur cette question de la circulation de l'énergie et à quel moment le cycle il s'interrompt ou pas justement et comment est-ce qu'on fait pour maintenir un cycle vivant et dynamique. C'est une vraie question à laquelle j'ai pas encore la réponse. Je me pose pas mal de questions là-dessus en ce moment. Comment est-ce que on garde l'énergie, comment on laisse circuler l'énergie, voilà, comment est-ce qu'on, il n'y a pas de point de blocage, c'est un truc qui est compliqué. Bref, je pense que les Chinois ont beaucoup de choses à nous apprendre sur ces questions-là. C'est vrai que c'est un sujet, on l'a vécu, parce qu'on s'est quand même pris des yo-yo d'énergie avec ces derniers mois, entre confinement, déconfinement à moitié, faire des choses, moi je sais pas, je sors d'ateliers de formation que j'anime avec des masques, c'est physiquement et sur l'énergie c'est très différent, donc je pense que c'est un sujet comme toi, moi j'ai très très envie d'aller creuser d'autres médecines ou d'autres façons de voir sur l'énergie. Je pense que là on a vécu effectivement des ruptures de rythme en fait qui sont dès qu'on trouvait une espèce de forme de vitesse de croisière, ça changeait, donc c'est vraiment, en fait on vient de vivre 3 mois de suradaptation permanente et comme chacun sait, c'est comme quand on prend un job, c'est épuisant. Les 2 premiers mois sont épuisants, même si ça se passe bien, c'est épuisant parce que c'est de la suradaptation. Et là c'était ça, mais en plus je pense que les gens n'en avaient pas conscience parce que ça avait plus ou moins l'air d'être business as usual, sauf que pas du tout quoi. Et je pense qu'on était, les gens étaient pas forcément très préparés à ça. Et effectivement, je pense que ça a sans doute dû faire des dommages. Et je serais pas étonnée de voir un certain nombre de burn-out. Oui, c'est ça, c'est pas forcément parce que c'est pas toujours une question de vitesse. Non. Et qu'est-ce qui te coûte, toi, de l'énergie ? Les gens. C'est ce qui m'en donne et c'est ce qui m'en coûte. Moi, ce qui me plombe le plus, c'est justement quand j'ai pas d'adhésion. C'est quelque chose sur quoi je dois travailler justement, mais quand j'ai le sentiment de pas avoir d'adhésion, c'est pour moi c'est hyper dur. C'est mon carburant, donc si je l'ai pas, ça me. Qu'est-ce que tu mets derrière adhésion ? Des gens qui pensent que je suis formidable. Non, mais oui, c'est ça, l'interaction avec des gens qui qui apprécient ou qui challenge, en tout cas qui interagissent avec la proposition de valeur qu'on porte. Et je pense que c'est quand j'ai pas l'opportunité de pouvoir échanger, en fait, quand le dialogue est rompu, parce qu'on a le droit de pas être d'accord,
Mais tant qu'on a un débat, ça va. Mais l'absence, en fait, la rupture de la relation, pour des mauvaises raisons, entre guillemets, c'est-à-dire sans avoir été au fond des choses, ça, c'est quelque chose que je trouve compliqué. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as envie de particulièrement porter la voix, ton canary call à toi du moment? J'aimerais... La question en tout cas que je me pose, c'est comment est-ce qu'on donne des modèles de femmes puissantes et bienveillantes. Parce que c'est des modèles qu'on n'a pas. Le modèle de la femme puissante dans la société occidentale, c'est le modèle de la sorcière. Donc c'est une femme qui est certes puissante mais qui est nuisible. Et on n'a pas beaucoup de figures en fait. Enfin, je veux dire, Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, bon, ok. Il y en a pas eu depuis, selon toi? Bien, alors on pourrait parler de Simone Veil ou de Marie Curie, etc. Mais bon, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Moi, j'aimerais bien voir, en tout cas, plus de modèles de femmes. Et il y en a eu, sans doute. Hein, c'est pas la question. C'est juste qu'elles n'ont pas eu suffisamment d'exposition pour pouvoir acquérir ce statut de modèle. Voilà. Et moi, je pense qu'on se construit par rapport à des modèles. Enfin, c'est un peu la réflexion qu'a Reese Witherspoon quand elle crée sa boîte de production pour, tu sais, c'est cette histoire au cinéma, pour savoir si un film passe la barre entre guillemets, il faut savoir si il y a il y a au moins une scène où il y a deux personnages féminins qui se parlent entre elles et qu'elles ne se parlent pas d'un mec. Et en fait, pas beaucoup quoi. Donc voilà, je pense que tant qu'on n'aura pas et c'est ça aussi la construction des modèles, c'est comment est-ce qu'on donne à voir des choses qui sont possibles. Moi, j'ai eu cette chance-là. Moi, ça, tu me posais la question tout à l'heure. C'est quelque chose qui a été extrêmement précieux. Quand je disais ma famille, c'est-à-dire que j'ai eu aussi des rôles modèles suffisamment proches et suffisamment loin pour pas avoir de rivalité, mais tout en sachant que ça existe et le coût que ça a. Et du coup, c'est hyper rassurant. Enfin, voilà, je pense que les modèles qu'on présente, les images qu'on présente, je pense que c'est hyper important dans la construction d'une génération d'entrepreneuses et pas que entrepreneuses. C'est une question qui est transverse, qui concerne pas que le monde de l'entreprise. J'adore parce que c'est exactement la raison d'être de ce podcast, de pouvoir donner la parole à ceux et celles qui montrent que c'est possible. Que c'est possible de faire du business et de l'impact en même temps, que c'est possible d'être bienveillant et commercialement performant, que c'est possible comme toi d'être une femme entrepreneuse en même temps avec des ambitions planétaires. Pour conclure, on parlait d'énergie. Moi, pendant cette période du Covid, ça m'a manqué aussi, les fêtes, pouvoir danser, etc. Je monte la playlist de tous les interviewés de Canary Call. T'aurais envie d'écouter quoi, là, maintenant, tout de suite? Bonne question. Première suggestion, mais c'est assez enfermant, c'est Britney Spears, Work Bitch. Ah. Excellent. Alors, on n'a pas le droit de mettre des musiques non libres de droit dans des podcasts, mais on peut aller la trouver. Tu pourras la trouver sur Spotify ou sur Apple Music. Voilà. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaris et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.